Le moment est venu d'accueillir notre invité et on va parler maintenant de la situation en Iran parce qu'elle a encore très largement évolué ces dernières heures. Et on a le plaisir de recevoir Mayar Monchipour. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Les Français vous connaissent parce que vous avez été champion du monde de boxe, évidemment. Vous êtes franco-iranien. Il faut rappeler que vous avez vécu à Téhéran, vous êtes né à Téhéran, vous avez vécu à Téhéran jusqu'à vos 10 ans. Votre famille est originaire d'un village, on va peut-être le voir sur la carte, d'un village qui se trouve à peu près au sud de Téhéran, en plein cœur du pays. Et votre père a décidé de quitter le pays ou de vous faire quitter le pays à vous. Il m'a sauvé à l'âge de 10 ans. En 1986, on est en pleine guerre en Irak. Ma tante étant à Poitiers, ma tante a accepté la responsabilité de m'accueillir et je le remercie tous les jours. Quand vous dites qu'il m'a sauvé, c'est parce que... Il y a probablement eu 500 000 morts en Iran pendant cette guerre-là, pendant 8 ans. Et les garçons, à l'âge de 13 ans, ils étaient interdits de sortie de territoire jusqu'au jour où ils effectuaient leur service militaire. Je ne sais pas ce qui se serait passé. Bien, alors, que s'est-il passé en Iran ces dernières heures? Et c'est d'abord l'homme que l'on va interroger, autant que celui qui a évidemment beaucoup de contacts, puisqu'une partie de votre famille est toujours là-bas. Ce qui s'est passé en particulier, et on commençait à l'esquisser hier, c'est que pour la première fois, une ville a fait sécession. Une ville n'est plus de fait sous l'autorité du régime des mollahs. Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc on évoquait ces premières scènes de fraternisation, elles ont été confirmées et amplifiées. Effectivement, regardez ces images, il est 21h hier à Abdanan, 25 000 habitants dans la province d'Ilam, on est à l'ouest du pays. C'est une ville à majorité kurde, les manifestants commencent à affluer comme chaque jour. Une foule de plus en plus importante envahit les principales artères de la ville et cette fois, la consigne est donnée visiblement aux Bassidji, les miliciens des gardiens de la Révolution, d'intervenir pour disperser la foule. Et c'est à ce moment-là que tout bascule. Au lieu de sortir leurs matraques et leurs revolvers, ils s'engouffrent dans ce commissariat, ils montent sur le toit et de là-haut, ils saluent les manifestants, à visage découvert, les mains en l'air, comme pour les encourager. Explosion de joie dans la foule. Regardez. S'ensuivent ces images de célébration des manifestants. Alors là-bas, on jette du riz, c'est la tradition. Un organisme d'opposants, le Conseil national de la résistance iranienne, affirme aussi que certains postes de police et dépôts d'armes sont saisis par la population. Bref, Abdanan ne serait plus, de fait, sous l'autorité des mollahs. Alors est-ce un cas isolé? D'autres informations font état d'une deuxième ville qui aurait fait sécession, Malek Shahi, on est à 70 km au nord. Des témoins rapportent que les forces spéciales ont fui. Impossible de le confirmer. C'est précisément dans cette ville que l'agence farce liée au corps des gardiens de la Révolution annonçait hier la mort d'un policier. Et d'autres images circulent sur les réseaux sociaux en provenance d'Iran. Celle-ci nous est parvenue il y a quelques minutes. La police de Boroujed, dans le nord-ouest du pays, semble à son tour fraterniser avec des manifestants. Ces policiers regardent les foules défiler et pour certains d'entre eux, leur adressent un salut. Ici, vous allez le voir, à Kazvin, à 130 km au nord-ouest de Téhéran, la foule fait face aux voltigeurs à moto et les met au défi de rejoindre leur rang. Ces policiers, vous le voyez, ne bronchent pas. Ah, c'est très impressionnant. Par ailleurs, il semble que dans d'autres cités, les cortèges grossissent. Effectivement, dans certaines villes, on ne parle plus de quelques dizaines, voire d'une centaine de manifestants, mais vous le voyez, de foules immenses. Ici, on est à Bojnourd, tout au nord, près du Turkménistan. Le cortège, vous le voyez, s'étale sur des centaines de mètres. Autre image marquante à Shiraz, dans le sud du pays, particulièrement agité. Ces camions-bennes chargés de pierres qui les déposent
en plein jour et en toute impunité au milieu d'un carrefour pour que les manifestants s'en servent comme munitions. Sur ces autres images, ce sont des barricades qui sont érigées sur les grands axes. À noter également qu'on voit de plus en plus de femmes dans ces foules, parfois en plein jour, comme vous le voyez ici, à Falavarjan, dans la banlieue d'Ispahan, qui est la deuxième ville du pays. Restez avec nous, Justine, mais je voudrais qu'on s'arrête simplement. Vous regardez, en train de regarder ces images, qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez cela? Est-ce que c'est de l'espoir, de la crainte? En fait, les deux, parce que l'espoir fait vivre. L'espoir, plusieurs fois, il y a eu plusieurs mouvements ces 20 dernières années. Depuis la fin de la guerre contre les Grecs, où la population était derrière le régime pour protéger le pays, il y a eu beaucoup de mouvements, à chaque fois réprimés, et ça retombait. C'est compliqué d'espérer, et on te dit de te mettre un joli gâteau devant et ne pas pouvoir y toucher. Cette fois-ci, c'est un espoir qui fait se lever les foules. Alors, on vous sent ému, hein? C'est normal. Alors nous, en plus, on est malheureusement, les Iraniens sont très, très patriotes, mais étant très politisés, ils se tirent les uns les autres dessus. Nous, c'est vrai, ils nous disent, vous êtes au chaud, la Maillard sur le plateau, t'espères que ça bouge. En attendant, c'est nous qui recevons le coup de matraque et les tirs dessus. Sachez-le qu'aussi, grâce aux caméras, on voit beaucoup mieux qu'il y a quelques années. Même il y a 3 ans, avec le mouvement Mahsa Amini, on a beaucoup plus de visibilité. Mais aujourd'hui, on le sait qu'il y a beaucoup moins de morts que les autres fois. Pour le moment, ils n'ont pas les mêmes consignes qu'auparavant. C'est ce qui fait espérer les gens qu'ils essaient de partir. Vous savez, il y a beaucoup de rumeurs. Il y a une rumeur qui se dit que Khamenei préparerait son départ. Qu'est-ce que vous en pensez? Khamenei, pardon, c'est l'ayatollah Khamenei, c'est le guide suprême en Iran, l'homme le plus important du pays, qui a pris la suite de l'ayatollah Khomeini en 1989. Donc ça fait 37 ans qu'il... Effectivement, c'est comme si en Italie, le vrai patron était le pape. C'est le vrai, c'est un roi. C'est un roi et jusqu'à sa mort, il sera le patron. Les gens espèrent. J'espère juste, on espère tous que... Alors, c'est pas des policiers. La police, c'est normal qu'elle tire pas sur les gens. Le Sepah et Pastoran, les gardiens de la révolution, et les Basiji, les milices, et les troupes anti-émeutes, qu'ils appellent ça anti-émeutes, la clé, ça va être eux. Est-ce qu'ils vont réprimer la population? La population, à part les pierres que vous avez vues, ils n'ont rien d'autre. S'ils répriment, c'est mort. S'ils ne veulent pas tirer sur leurs propres compatriotes, c'est gagné. Et vous pensez que cette fois, ça peut être un peu différent? Alors, avant votre réponse, vous disiez la réaction du pouvoir n'est pas tout à fait la même. C'est vrai qu'il y a des signaux en ce sens, Justine. Effectivement, dernière déclaration en date de la part du président Pezeshkian via son vice-président. Consigne est donnée qu'aucune mesure de sécurité ne soit prise à l'encontre des manifestants et des personnes qui participent au rassemblement, mais de ne stopper que ceux qui s'en prennent à des bâtiments publics. Or, regardez, ces scènes se multiplient. Dernière en date ici à Karaj, à l'ouest de Téhéran, ce qui est présenté comme des jets de cocktails Molotov contre le siège du Conseil islamique de la ville. Merci Justine. Donc c'est vrai qu'il y a une réaction. Est-ce que vous y voyez, vous, un signal que la répression ne sera peut-être pas la même? Aussi féroce que les autres fois. Vous savez, il y a un autre signe. On sait très bien que c'est le bazar qui a fait tomber le Shah. Aujourd'hui, le bazar est moins puissant qu'il y a 40 ans. Le bazar de Téhéran. Pardon, le bazar de Téhéran, excusez-moi. Le bazar de Téhéran était ce qu'on appelait le poumon économique du pays. C'est moins le cas. Aujourd'hui, c'est vraiment le Sepah qui a tous les pans économiques du pays. Mais le bazar, dont la plupart des membres sont Haji. Ils ont fait le pèlerinage de la Mecque. Donc normalement, ils devraient soutenir un gouvernement, un régime étatique qui s'appelle République islamique. C'est moins le cas. C'est pas plus du tout le cas. C'est un signe. C'est un signe parce que la base a lâché le régime. La base, vraiment leur base idéologique et financière, le bazar les a lâchés. Est-ce que vous arrivez encore à avoir des contacts avec l'Iran? Non. La famille, en fait, à l'instant avant de venir chez vous, j'étais avec un ami, Maziar, je m'appelle Mahiar, lui c'est presque pareil, qui est un des opposants très importants avec des chaînes. J'ai eu des nouvelles j'ai eu notamment des nouvelles par rapport aux villes qui ont été prises. Les troupes seraient en train de revenir pour les conquérir. Ça veut dire la répression va
probablement peut-être commencer bientôt, mais la famille, non, l'Internet est momentanément coupé par alternance et ils ont peur de, vous savez, c'est ce qu'on appelle une dictature, entre autres. Ils ont peur de se faire contrôler leur portable et de voir qu'ils ont, par exemple, conversé avec quelqu'un comme moi ou quelqu'un qui est à l'étranger. Vous savez si parmi votre famille se trouvent certains de ceux qui défilent tous les jours ? Alors malheureusement, ma famille fait partie de cette classe justement qui a construit un train de vie confortable, et c'est pas par eux que la révolution viendrait. Ce sont des gens, ils viennent de partout, mais là c'est le milieu populaire. C'est le petit gamin de 25 ans, le jeune homme de 25 ans qui n'a pas les moyens de se marier parce qu'il n'y a pas d'argent. C'est la demoiselle de 25-30 ans, j'en connais plein, qui est diplômée, qui habite toujours chez papa et maman parce qu'elle n'a pas les moyens de se loger. Ceux-là, ils vont dehors parce qu'ils ont beaucoup moins à perdre. Ils n'ont rien à perdre, oui. Beaucoup moins. Et vous dites souvent, on a connu votre triomphe comme sportif et on vous a entendu chanter l'hymne national, mais vous dites l'Iran, ça reste une partie de moi. Oui, bien sûr, c'est normal. J'en parlais encore tout à l'heure avec un taxi kabyle qui m'a amené chez vous. Par contre, à l'inverse de beaucoup d'autres compatriotes qui sont nés ici, moi, mon premier pays aujourd'hui, c'est la France à 90%, mais ces 10% sont ineffaçables. Ma langue, ma culture, l'alimentation, le patriotisme. Les Iraniens, ils ont donné 500 000 morts probablement, entre 350 et 500 000 contre Saddam Hussein, l'armée de Saddam Hussein. Le patriotisme et cette impression d'excellence, puisqu'il y a 2500 ans, 3000 ans d'histoire derrière. Mais c'est pour ça, j'espère que pour eux, ça change. Mais moi, je serai toujours français. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut réagir, vos questions ou vos réflexions. D'abord, quand même, en observant ces images, Maillard Monchipour nous dit qu'il n'est pas exclu qu'il y ait une répression, que ces villes fassent l'objet d'une forme d'assaut finalement, mais c'est vrai que c'est très impressionnant en général. Oui, c'est très impressionnant. Alors, pour faire une révolution, il faut rappeler qu'il faut un certain nombre de conditions. Et c'est la question que je me pose, c'est si ces conditions peuvent être réunies. La première, il faut un chef. Alors moi j'aimerais savoir, voilà, un chef. Il y a Lénine, il est le chef et il prend le pouvoir et puis il dirige la révolution russe. La deuxième, il faut une doctrine. Alors est-ce qu'il y a une doctrine, c'est-à-dire que quel est le projet de société qui est porté? Et il n'y en a pas. Donc c'est quoi? C'est restaurer le Shah? C'est une république normale? Ou bien une république islamique rénovée? Ou bien, je ne sais pas quoi, une démocratie pure? On ne sait pas. Et puis après, il faut des troupes. Alors les troupes, on les a, mais les troupes ne sont pas organisées. Et donc il y a un véritable... le bon exemple, c'est quand même la révolution russe. Hein. Il y avait tout. Il y avait la doctrine, très simple. Il y avait des troupes qui étaient dans les régiments. Ils avaient des mots d'ordre, la terre au peuple, etc., de manière très très sommaire, mais ça fonctionnait. Là, on a le sentiment quand même de quelque chose qui part des tripes, que l'on soutient à fond, mais pas forcément très organisé, et qui puisse mener au renversement du régime. C'est ça que je crains. Pour beaucoup échanger avec des amis iraniens qui sont en France, mais qui sont aussi aux États-Unis, ils me disent quasiment tous qu'il y a encore du mal à avoir un leader de l'opposition, une personnalité qui incarne l'alternative au régime des mollahs. Alors certes, une grande majorité des Iraniens ne veulent plus du régime des mollahs. Pour autant, en face, la grosse difficulté, c'est qu'il n'y a pas une alternative incarnée par une personnalité forte. Et même le fils du Shah, qui est encore aux États-Unis, n'incarne pas aux yeux des Iraniens cette alternative. Est-ce que vous pensez qu'il y a des chances, justement, que se dessine une personnalité? Parce que c'est aussi ça qui a fait qu'à ce jour, on n'a pas eu le régime n'est pas tombé. C'est vrai que le fils du Shah, parfois son nom est scandé dans les manifestations, on l'entend, et il est très actif sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a un leader et une doctrine? Pour essayer, voilà, la doctrine, c'est, en fait, quand vous avez posé la question, je me dis, il n'y en a qu'une, la liberté. C'est un pays, c'est un peuple qui veut la liberté. Il faut un projet. La liberté, c'est pas un projet.
parce que derrière, il y en a qui vont voir une liberté socialiste, les autres qui vont vouloir la restauration du Shah dans une démocratie, une monarchie parlementaire. Chez les Ukrainiens, c'est un projet, la liberté. Hein. Oui, non, mais le projet... Je vois ce que vous voulez dire. Mais quand on a dit liberté, ce que je veux dire, c'est et le so what après. C'est ça, véritablement. Un régime présidentiel et parlementaire, Qu'est-ce qu'on veut atteindre? L'effet final recherché. C'est ça ma vraie question. Un régime présidentiel et parlementaire. Pas un leader libyen qui vient prendre la suite. Non. C'est évidemment aujourd'hui, donc c'est le Reza Pahlavi qui sort du lot. C'est-à-dire le fils du Shah. Mais ce n'est que c'est beaucoup de com. C'est beaucoup de com, mais il faut quelqu'un qui fédère. Alors, j'ai juste regardé. Rappelez-vous, même lui, il n'est rien. C'est un petit gamin qui n'avait rien décidé, qui a grandi dans l'aisance aux États-Unis, à Washington. Mais son grand-père a sorti l'Iran de la féodalité du Moyen-Âge. En 1920, quand Reza Shah, son grand-père, prend l'Iran, il y avait des maladies partout dans les rues, il y avait les religieux, les mollahs qui étaient dans les écoles. Je reparle avec mon père tout à l'heure, il m'avait raconté l'histoire. Ma grand-mère, donc la mère de mon père, comme il avait quelqu'un... Son père c'était un architecte important en Iran. Elle a réussi à faire 6 ans d'école. Elle est rentrée à l'école à 11 ans parce que Reza Shah mais c'est impensable, a autorisé les filles à l'instruction parce que les mollahs n'en voulaient pas. Les mollahs ne voulaient pas que les femmes s'instruisent. Il y avait déjà une influence très importante. Oui, c'est vraiment lui qui les a écartés et son modèle c'est Atatürk évidemment. Le modèle de Reza Shah ça a été Atatürk et il a eu une découverte en allant visiter la Turquie kémaliste et ensuite son fils. Alors on regarde toujours. C'est aujourd'hui une monarchie est anachronique. On n'en parle plus d'une monarchie. Mais son fils, même s'il a dû régner d'une main de maître dans un pays où les oppositions ne savent pas s'opposer démocratiquement, il n'a fait que servir ce pays-là. Donc son fils, le Shah d'Iran, donc. Oui, mais pourquoi a-t-il été renversé il a fait autant de choses bien? Je veux dire, il faut quand même pas nier que c'était un dictateur avec une répression absolument considérable et qu'à un moment, quand le régime tombe, c'est qu'il y a quand même des raisons qui sont objectives. Voilà. Donc là, vous allez mettre... Et au départ, c'est vrai qu'on s'en souvient peu, mais la révolution en 1979, c'est pas la révolution des mollahs. C'est une révolution sociale et politique, et ensuite le pouvoir religieux la récupère. Avec une opposition structurée et un chef, l'ayatollah Khomeini. C'est exactement ça. Voilà. Je voulais juste dire, comme le Venezuela a masqué les événements des derniers jours en Iran, je voulais quand même qu'on salue l'essentiel, c'est-à-dire le courage des Iraniens et des Iraniennes. Vous savez ce qui est le risque. Il y a eu 1500 condamnations à mort depuis l'an dernier. En 2025, il y a un double langage de la part des politiques. D'un côté, le président Pezeshkian qui dit non, ne tirez pas sur les émeutiers. Puis de l'autre côté, donc le ministre de la Justice qui est dépositaire donc du pouvoir judiciaire islamique, donc Rahimi, qui est un des plus conservateurs, qui dit il n'y aura aucune clémence pour les protestataires. Il faut bien se rendre compte des risques qui sont pris chaque jour par les gens, par tous ces Iraniens dans les rues. Et c'est la première fois. Il y a eu effectivement il y a eu énormément de foules, mais de jeunes pendant les manifestations de 2022. Mais là, on a l'impression que c'est tout un peuple qui est dans la rue et surtout qui n'hésite pas à s'en prendre à des lieux de pouvoir. C'est ça, à mon avis, qui est très nouveau dans cette affaire. Un mot de conclusion. On espère énormément, mais encore une fois, pas pour nous ici. Très peu rentreront. Mais je vous redis, un jeune Iranien, une jeune Iranienne, un retraité qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, il a le droit de vivre comme nous ici. Vous avez pu vous rendre en Iran depuis votre départ quand vous aviez 10 ans ? Oui, moi je suis allé à 6 reprises, mais encore une fois, ce qu'on appelle une dictature. Aujourd'hui, si j'y vais depuis donc 6 ans maintenant, on m'arrête à l'aéroport parce que, vous vous en rappelez, j'avais permis à une Iranienne de boxer, donc les cheveux au vent avec un débardeur. Dans cette idéologie religieuse qu'on me demande de ne pas nommer toujours, le corps de la femme, la liberté est un enjeu politique. Et donc voilà, moi j'y retournerai peut-être. Vous savez, juste pour finir, là vous parlez de retour en Iran, moi c'est pas très important. Faradiba, elle a je crois bientôt 90 ans. Faradiba, c'est la femme, vous le savez, la femme du Shah. J'ai pensé encore à elle il y a un an, j'ai pensé encore à elle il y a un mois. Qu'est-ce que j'aimerais, ça serait l'un de mes plus grands rêves, qu'elle puisse refouler
la terre qu'elle a aimée, qu'elle a servi et qui puisse être enterrée là-bas. On y est peut-être. Merci beaucoup, Maillard Monchipour. C'est très émouvant de vous entendre et merci pour votre regard sur ces événements qui nous tiennent en haleine. Merci. Merci Isabelle, Jean-Claude, Vincent et Nicolas d'avoir animé 24 heures avec moi.